Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette édition d'information. Tout de suite, le sommaire. Le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée a été de nouveau entendu au tribunal de première instance de Dixine ce lundi. Sékou Djamal Pendessa pourrait être situé sur son sort dans les heures à venir. Ses avocats optimistes évoquent déjà un non-lieu. De violents heurts à Dakar, capitale sénégalaise, suite au report de la présidentielle du 25 février prochain. Annoncé par le président Macky Sall, l'opposition a aussitôt exprimé son refus. Mais que dit la loi à ce sujet? Les analyses d'un spécialiste ont été recueillies par notre rédaction. Immersion ce soir à Menigbe, un secteur situé à environ 7 km de marche du chef-lieu du quartier Kobaya. Dans cette localité, les habitants vivent dans des conditions précaires sans aucun confort. La vie courante est teintée de difficultés. Le quotidien alarmant des habitants de Menigbe, c'est dans ce journal. C'est tout pour le sommaire. Le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée a été de nouveau entendu ce lundi au tribunal de première instance de Dixine. Les infractions pour lesquelles Sékou Djamal Pendessa est poursuivi restent toujours muettes. C'est le conseil de l'ordre des avocats qui s'est occupé de la défense du syndicaliste. Amara Bangoura. Sékou Djamal Pendessa est poursuivi pour manifestation non autorisée et publication de données de nature à troubler l'ordre public. Plusieurs heures d'audition après, les avocats constitués pour la défense du syndicaliste estiment que ces infractions ne sont nullement fondées. Parce que à lire les infractions, vous avez dû prendre connaissance de ces infractions. Quelqu'un ne peut pas à la fois être auteur et complice d'une infraction. Ou vous êtes auteur ou vous êtes complice, mais pas les deux à la fois. C'est comme si vous êtes à la fois muezzin et imam, ce qui est quasiment impossible. L'instruction au fond étant bouclée, le dossier devrait être communiqué au parquet pour son réquisitoire définitif. Le collectif commis par le Conseil de l'ordre des avocats espère que le juge d'instruction rendra une ordonnance de non-lieu. Mais quel est le sort du syndicaliste? Tout de suite, nous avons posé la question au doyen des juges d'instruction pour savoir quel est le sort qui est réservé à cette demande. Il nous a été promis que dans la journée, nous aurons notification de son ordonnance. Mais pour le moment, nous ne pouvons prédire quel serait le contenu de cette ordonnance. Cette ordonnance est attendue dans les heures qui suivent. Dans moins de 24 heures, le mouvement syndical guinéen qui menace de déclencher une grève entend se retrouver ce mardi pour appuyer sur l'accélérateur en vue de libérer le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée. Justice, toujours. Le passage des témoins dans le procès du 28 septembre 2009 a pris fin la semaine dernière au tribunal criminel de Dixine. Sur une liste de 49 personnes citées à comparaître, 16 seulement sont passées à la barre du tribunal pour apporter leur témoignage. De quoi laisser la partie civile se poser des questions, à savoir pourquoi ce bouleversement de la situation. Ansoubaï Le Baldé et Salimatou Diallo pour en savoir davantage. C'est une annonce qui a surpris la partie civile au procès du 28 septembre 2009. Alseni Sall, porte-parole de l'Organisation guinéenne de défense des droits de l'homme et du citoyen OGDH, ne comprend pas pourquoi tous les témoins préalablement cités par le parquet n'ont pas comparu. Sur les 49 cités par le parquet, nous n'avons connu que le passage de 16 témoins. Ce qui veut dire qu'on n'a même pas la moitié de ces personnes qui avaient été citées. Et malheureusement, nous n'avons pas d'explication. Qu'est-ce qui explique cela? Est-ce que les autres personnes ne souhaitent plus témoigner? Est-ce que les personnes ne sont pas présentes en Guinée? Est-ce que voilà, c'est le tribunal qui voudrait aller vite pour accélérer ce procès? Je pense que quand même c'est regrettable parce que dans la mesure où si vous voyez la liste, en tout cas des personnes qui avaient été citées, par exemple, qui n'ont pas témoigné, il y a parmi eux le chef de quartier de Faban. Et Faban, c'est l'endroit où seraient enfouis des corps qui avaient été extraits du stade. Donc, pour nous, ce témoignage de ce chef de quartier pourrait être important. Et dans la liste, il y a aussi les responsables des morgues de Donka et de Ignasdine, où les corps ont transité. Alseni Sall note néanmoins des avancées significatives lors du passage des témoins à la barre. Selon lui, cela pourrait aider pour la manifestation de la vérité dans le dossier des massacres du 28 septembre.
pour avoir écouté les 16 victimes, pour moi, la principale avancée qu'il faut retenir avec le témoignage justement de ces témoins, c'est sur la situation des charniers, des corps qui ont disparu. Je pense que le passage du chef d'état-major général des armements de fait, le colonel Omar Sano, GV général Omar Sano, le directeur général de la police, et M. Théa, ainsi que le passage de Mandian Sidibé, en tout cas, pour nous, ont été des étapes importantes qui ont contribué à donner beaucoup plus d'éclairage sur les corps qui ont été enlevés du stade, transités dans les camps militaires avant d'être ramenés dans des destinations inconnues. Les audiences devront reprendre le 12 février prochain au tribunal criminel ad hoc de Dixine. Dans le reste de l'actualité, l'opposition sénégalaise a été empêchée de se rassembler ce dimanche pour manifester contre l'annonce du report de la présidentielle du 25 février par Macky Sall. Plusieurs candidats de l'opposition avaient appelé au rassemblement pour démarrer la campagne électorale. Si cela est mal perçu par certains observateurs, le juriste Fayimba Mara estime que le président Macky Sall est dans la légalité car la Constitution le lui autorise. Mamadou Tanouba. Le report de l'élection présidentielle du 25 février 2024 par Macky Sall est différemment apprécié par les observateurs de la situation socio-politique sénégalaise. Macky Sall motive ce report par sa volonté de ne pas interférer dans le travail de la commission d'enquête parlementaire sur le processus de sélection des candidats à la présidentielle. Le juriste Fayimba Mara soutient que l'article 42 de la Constitution sénégalaise donne plein pouvoir à Macky Sall d'abroger le décret de convocation du corps électoral. Décision de ce genre, je crois que l'article 42 de la Constitution de la République du Sénégal lui en donne ce pouvoir-là. Donc, s'il utilise ce pouvoir pour dire que dans le souci d'éviter, si vous voulez, un dérapage pour le peuple sénégalais, alors il abroge la convocation des Sénégalais aux urnes et puis voilà, il reporte sine die les élections et puis il va ouvrir le dialogue. Fayimba Mara pense que Macky Sall fait bien de proposer l'ouverture d'un dialogue pour la transparence du scrutin à venir. Et elle est encore en phase de construction, donc il faut s'attendre à ça. Et si aujourd'hui, et c'est par le dialogue que on peut éviter les crises, on peut éviter les dérapages et on peut tous les dysfonctionnements qui s'annoncent maintenant. À travers le dialogue, on peut corriger. C'est le cas de la Guinée aujourd'hui. Pourquoi nous sommes dans l'impasse? C'est parce qu'il n'y a pas de dialogue. Au lendemain de ce report, des manifestations de l'opposition ont été dispersées au Sénégal. Et puis, découverte ce week-end du corps d'un nouveau-né à Matoto, Habitaya. Ce sont les riverains de ce quartier qui ont découvert ce bébé tout près d'un caniveau. Selon des témoins, l'auteur de l'acte n'a pour le moment pas été retrouvé. Une équipe de la police s'est rendue sur les lieux pour constater les faits. Maman Setatavel, la Camara. C'est aux environs de 13 h ce dimanche que les populations riveraines de Matoto, Habitaya ont découvert le corps de ce nouveau-né. Emballé dans un pagne puis déposé tout près d'un caniveau, la génitrice est introuvable. Hommes, femmes et enfants étaient massivement mobilisés autour du corps. Yari Touré est une mère de famille. Elle déplore cet acte. Vraiment, jeter un enfant n'est pas un bon comportement. Aucune femme ne doit accepter cela. Un enfant est très cher. Si Dieu te l'a donné, il ne faut pas jeter. Il faut plutôt le donner à quelqu'un, sinon tu pars déposer devant le portail d'une personne. Les jeunes filles doivent arrêter ça, ce n'est pas bon. La découverte est jugée inquiétante pour cette autre dame qui parle de l'importance des enfants dans la vie des parents et dans la société. Les enfants sont beaucoup importants dans la société. Ils ont tellement de l'importance. Ceux qui jettent les enfants, prenez conscience. À l'au-delà, si tu savais ce qui t'attendait là-bas, tu ne vas jamais jeter les enfants.
Selon des observateurs, cette situation est aujourd'hui récurrente en Guinée. Pas que Matoto Rabitaya, on rencontre des nouveau-nés abandonnés dans des différents quartiers de Conakry et à l'intérieur du pays. Des citoyens expliquent souvent l'abandon de nouveau-nés par la peur des parents quand celui-là est né hors mariage ou faute de moyens. Je vous le disais en titre, Conakry, des paradoxes qui affichent isolement ces contrastes. Il y a ainsi des localités de cette métropole qui n'accèdent pas encore aux conditions de vie les plus élémentaires de la civilisation. C'est le cas de Menigbe, un quartier qui n'a ni courant électrique, ni eau et qui n'a jamais connu d'infrastructure routière. Pour accéder à ce secteur de Kobaya, il faut environ marcher 5 km, à défaut prendre une pirogue. Ce soir, nous vous invitons à Menigbe, un beau paysage avec une réalité alarmante. C'est un focus d'Abdallah Kamara. Des maisons de fortune, des mansardes qui se blottissent fébrilement sur une nature pourtant des plus généreuses. Du sable blanc sur une plage régulièrement caressée par des vagues de l'Atlantique. Pourtant, la localité est un résumé de la précarité. À Menigbe, on a cette impression têtue d'être dans un hameau reculé du pays. Mais nous sommes bien à Conakry, dans le secteur 8 du quartier Kobaya, dans la commune de Ratoma. Connue sous le nom Menigbe, cette portion de terre est essentiellement habitée par des pêcheurs d'origines différentes. Un quotidien totalement différent de la ville. Une seule activité, la pêche. Depuis 2018, je pêche sur ces eaux, mais j'ai l'impression que rien n'a changé. Nous n'avons même pas d'eau potable. Elle est suivie du fumage de poissons, et celles qui le pratiquent ne sont pas sans difficulté. Nous achetons ces poissons avec des pêcheurs pour les fumer. Mais c'est le problème de fagot qui nous ébranle énormément. Avec le manque d'électricité, nous utilisons nuitamment des torches pour travailler. Des difficultés, il y en a assez à Menigbe, même pour celles qui viennent acheter du poisson. Nous achetons ces poissons à 4 pour 1000 francs. Mais voyez-vous même le trajet. La marche est longue, mais c'est devenu notre quotidien. L'eau et l'électricité sont inexistantes ici et le débat est loin d'être ouvert. Pourtant, il ne se situe qu'à environ 10 km de Kobaya et 7 km de Somfonia. Pas de centre de santé, même pas un cimetière. Difficile de comprendre la vie dans ce secteur attribué à Conakry. La localité a cependant bénéficié d'une école grâce à l'apport d'une ONG. L'État, lui, brille par son absence. C'est ce taudis qui sert de logement au chef de secteur. Nous le rencontrerons quelques mètres plus loin, en train de superviser des travaux de l'école primaire, la seule d'ailleurs. 6 classes sont opérationnelles avec 3 instituteurs. Taribo, c'est le pseudonyme du chef du secteur. Il n'est pas surpris par l'absence de l'État. Il reste encore optimiste. Nous appelons toujours le gouvernement à faire face à nos difficultés. Nous n'avons pas de centre de santé. Pour des cas urgents, nous utilisons des pirogues, mais en basse marée, cela est impossible. Il n'arrive que des femmes accouchent sans assistance médicale. L'État ne doit pas oublier notre existence. Pour plus de 1000 habitants, nous apprend le chef, la vie ici n'est pas aisée. Aucune maison en briques, aucun projet de développement. Et un détail très important, c'est l'accessibilité. Nous avions, pour y accéder, emprunté des motos. Cela ne nous a pas épargné un parcours à pied de 4 km.
Voyez vous-même. Avec une bonne politique, cet endroit pourrait engendrer beaucoup de ressources dans le secteur touristique. Hélas, rien n'est fait pour permettre un développement de ce paradis terrestre abandonné au milieu de nulle part. Et zoom sur une jeune femme qui excelle dans la réparation des objets électroniques à Anta, dans la commune de Matoto. Son nom, Rugiatou Bayo, à 18 ans. Les pannes techniques n'ont plus de secret pour la jeune femme qui a d'ailleurs préféré abandonner l'école au profit d'un métier encore peu pratiqué par la gente féminine. Mariama Boibari est partie à sa rencontre ce dimanche dans son atelier. Suivez. Dans ce petit atelier qu'elle partage avec ses maîtres et son apprenti, Rugiatou Bayo répare tout type d'objets. La jeune femme est même devenue une spécialiste en réparation de postes téléviseurs à Anta, des écrans plats HD aux écrans 21, des lecteurs CD aux télécommandes. Les pannes techniques n'ont plus de secret pour la jeune femme. Je répare tout type d'objets, surtout les télévisions qui arrivent ici, avec des pannes d'alimentation ou encore des fusibles qui explosent à l'intérieur. Un métier qui n'a cependant pas été un fruit du hasard pour Rugiatou. Avec un père technicien, elle a été initiée depuis l'adolescence au maniement des clés et tournevis. Depuis que j'étais toute petite, j'ai aimé ce métier. Mon père était un technicien. C'est lui-même qui m'a transmis d'ailleurs cet amour pour les objets électroniques. Mais c'est à l'âge de 15 ans, je me suis vraiment lancée dans le métier. Tout ce qu'un homme peut faire dans la vie, une femme peut le faire aussi, sauf si nous refusons. Un amour qui l'a d'ailleurs poussé à abandonner l'école. Mais si la jeune femme se sent bien aujourd'hui dans son métier, son parcours a été parsemé d'embûches. Depuis la mort de mon père, les choses sont devenues très difficiles. Cela n'a pas été facile au début. Mais ce métier me permet aujourd'hui de prendre soin de mes petits frères et sœurs et de ma mère qui est très malade. Dévouée et très assidue dans son travail, le service de la jeune femme est d'ailleurs très apprécié dans le quartier. Mais s'il y a une personne dont elle fait la fierté, c'est bien son maître. Vraiment, elle travaille bien. Depuis que Rugiatou est venue ici, elle n'a causé aucun problème. Elle est concentrée sur son travail et elle est très intelligente. À 18 ans, Rugiatou Bayo ambitionne d'intégrer une école professionnelle afin d'acquérir d'amples connaissances dans le domaine de la technologie. Mais pour le moment, elle est confrontée à un manque de moyens financiers. Sport pour boucler ce journal. Après leur défaite en quart de finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, les joueurs de Sidi National de Guinée ont posé leurs valises ce dimanche à Conakry. Kaba Diawara et sa bande ont été accueillis en héros par des supporters venus de tous les coins de Conakry. Diana Boutiam. L'équipe nationale guinéenne est rentrée à Conakry hier dimanche. Des supporters venus uniquement pour les exprimer leur satisfaction acclament le Bing Binso. Je suis là pour féliciter le Sili national, les encourager, ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un beau parcours et ils ont mouillé le maillot pour la Guinée. Ils ont élevé la Guinée au plus haut niveau parce que nous, on ne croyait pas s'ils pouvaient arriver jusqu'à la quart de finale parce qu'à chaque fois, ils se limitaient, à la phase de poule ou bien au 8e de finale. Mais cette fois-ci, ils nous ont rendus fiers. On est fiers d'eux. On est là, on s'est mobilisés pour les soutenir, pour les accueillir. En plus aussi, leur dire bravo et les féliciter pour leur performance durant toute la CAN. Ils le méritent vraiment. Le sélectionneur Kaba Diawara n'a pas été mis à l'écart. Il a aussi été acclamé. Des félicitations aux encouragements, c'est ce que ses supporters présents exprimaient en espérant que l'équipe produira plus lors de la prochaine CAN. On les a battus en quart de finale, mais ils se sont battus
pour arriver jusqu'à cette phase. Mais on les remercie pour leur parcours et leur ambition jusque-là. Et je remercie l'internat aussi. Il a travaillé et il a retenu toute cette critique que le pays a dit. On le remercie. Après l'aéroport, l'équipe nationale s'est dirigée au palais Mohamed V pour restituer le drapeau au président général Mamadi Doumbouya. Fini ce journal à tous. Merci de votre attention. Retrouvez l'intégralité de nos éditions sur notre page Facebook groupe Kavi Média. Au revoir.